Merci d'être venu pour ce séminaire de vulgarisation. Donc aujourd'hui, c'est Grégory Soyès qui va nous parler de la physique des collisionneurs de particules, comme par exemple le LHC à Genève, et aussi peut-être nous dire pourquoi à l'IPHT, où on fait de principe de la physique théorique, on s'intéresse aux collisionneurs de particules, qui sont par excellence des expériences. Voilà. D'accord, je ne sais pas s'il me reste grand-chose à dire après ça. Bon. Donc je vais essayer effectivement de vous parler de physique des collisionneurs. Peut-être juste un mot d'intro d'abord. Je ne suis pas du tout un expert de ce genre d'exercice, et donc premièrement, c'est peut-être bon à savoir à l'avance. Deuxièmement, je ne sais pas du tout la quantité de matériel que j'ai préparé. S'il y en a probablement de trop, je me fous éperdument d'arriver au bout. Si jamais, je préfère que vous m'interrompiez s'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'on en discute, et puis si j'arrive pas au bout, tant pis. Donc essentiellement les questions auxquelles j'aimerais bien essayer de répondre à ces questions-là, dans l'ordre ou dans le désordre, on verra un petit peu. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce genre d'expérience, pourquoi est-ce qu'on fait des collisionneurs de particules. Un peu remettre ça dans un contexte historique. Je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de décrire ça trop en détail, mais essayer de voir un petit peu l'historique de la chose. Effectivement, comme disait Sylvain, pourquoi est-ce que, en tant que physicien théoricien, on doit s'intéresser à ça? Et puis quelques questions pêle-mêle qui ne seront pas dans l'ordre, mais qui vont arriver par-ci par-là dans le contexte de l'exposé. C'est qu'est-ce qu'on entend par physique de modèle standard et par physique au-delà du modèle standard? Pourquoi est-ce qu'on veut faire des simulations d'événements? Ça sera probablement la fin de l'exposé, donc probablement j'y arriverai pas. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on parle de physique de précision? Ça, c'est aussi quelque chose que qui intéresse plusieurs personnes à l'IPHT. Et donc, en particulier, quelles sont les recherches qui se passent intramuros. Donc, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la physique des particules, et pourquoi est-ce qu'on fait de la physique des collisionneurs, et pourquoi est-ce qu'on fait de la physique des particules. L'idée, c'est vraiment d'essayer de répondre à des questions. Il manque des accents à gauche, à droite, parce que j'ai tout tapé en anglais au début, et puis j'ai rajouté les accents ce matin. Il en manque probablement par-ci par-là. Donc, on essaie de répondre vraiment à des questions fondamentales de la physique. On ne parle pas du tout d'une physique qui a des retombées pratiques pour l'industrie. On parle vraiment d'une recherche purement fondamentale. Et donc la question fondamentale à laquelle on essaie de répondre, c'est quelles sont les briques fondamentales de la matière. De quoi est-ce que toute la matière est faite? Je suppose qu'il y a certaines particules que vous connaissez, d'autres on les verra plus tard. Et c'est pas la seule question de savoir quelles sont les particules fondamentales, on veut également savoir comment elles se comportent. Donc savoir comment elles interagissent les unes avec les autres, quelles sont leurs propriétés, etc. Donc c'est vraiment les questions fondamentales auxquelles on essaie de répondre, c'est de quoi est-ce qu'on est fait. Donc une approche possible, qui est probablement une des approches principales au cours des dernières décennies, c'est d'essayer de faire des accélérateurs de particules. Donc le principe, c'est d'effectuer des collisions entre des particules, ça va produire quelque chose, on regarde ce qui se produit. Donc peut-être de manière un peu plus détaillée, le fonctionnement c'est simplifié. Si vous montrez ça à un expérimentateur, il va probablement, enfin montrez pas ça à un expérimentateur tout court. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un anneau, un tuyau, dans lequel on met des particules, on les fait tourner un ensemble de particules dans un sens, un ensemble de particules dans l'autre. Donc ça, on appelle ça des faisceaux. Un faisceau dans un sens, un faisceau dans l'autre, avec des paquets de particules fondamentales dedans, des électrons, des protons, des particules, généralement des électrons, des protons ou des ions lourds. On accélère ça à l'énergie voulue. Alors je détaillerai un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est l'énergie voulue dans les transparents suivants. On fait se rencontrer ces deux paquets de particules en ce qu'on appelle un point d'interaction. C'est là où il y a une collision. Cette collision va produire des particules dans ce qu'on appelle l'état final. Des particules vont s'échapper de la collision. Et on met un gros détecteur autour pour essayer de capturer ces particules qui ont été produites et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Jusque-là, rien de très complexe. Enfin, si, justement, c'est très complexe à la fin. Et c'est quelque chose qui existe depuis la fin des années 50, le début des années 60. Les premiers concepts de collisionneurs de particules ont été faits à différents endroits, aux États-Unis, en Italie et en Russie, qui ne s'appelait pas Russie à l'époque, vu que c'était encore à l'époque où la Russie était encore unie.
Les premiers, donc ça c'est vraiment je dirais des détecteurs, des expériences qui ont été faites de manière plus preuve de concept, montrer qu'on pouvait le faire. Les premiers, entre guillemets, véritables efforts qu'on permet de faire de la physique, c'était au CERN début des années 70, avec un collisionneur qui s'appelle le PS. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours en service aujourd'hui. Donc il marche toujours aujourd'hui. La semaine dernière, le LHC ne fonctionnait pas parce que le PS sert à injecter des particules dans le LHC. Le PS avait un problème, donc le LHC ne fonctionnait pas. Donc il y a eu. Alors je vais pas faire tout l'historique. Je vais essayer d'attirer l'attention sur quelques points génériques. Le premier, on a différents collisionneurs, PS, Petra, SPS, le LEP, le Tevatron, le RIC et le LHC tout en bas, qui est probablement l'expérience que tout le monde connaît à l'heure actuelle. C'est pas du tout une liste exhaustive, j'ai juste essayé de mettre quelques jalons principaux. Ça se passe généralement dans des complexes qui sont assez importants, donc il y a le CERN manifestement qui a une histoire depuis plus de 50 ans de physique des collisionneurs, mais il y a également d'autres complexes, DESY en Allemagne qui est près d'Hambourg, Fermilab qui est en banlieue de Chicago et Brookhaven qui est sur Long Island près de New York, sont des endroits où il y a eu beaucoup de collisionneurs depuis les dernières dizaines d'années. Généralement, certains collisionneurs sont associés avec la découverte de nouvelles particules, de nouveaux constituants fondamentaux de la matière, et j'en ai listé quelques-uns ici. Probablement tout le monde connaît la découverte du boson de Higgs au LHC il y a un peu plus de 10 ans, mais d'autres collisionneurs ont découvert d'autres particules par le passé. Le quark top au Tevatron, les bosons WZ de l'interaction faible au SPS, au CERN dans les années 70. La découverte du gluon, qui est la particule qui lie les quarks dans les noyaux, c'est fin des années 70 en Allemagne, à DESY, près d'Hambourg. Et généralement, un accélérateur de particules n'est rien tout seul. C'est bien d'accélérer les particules si vous les observez. Ça ne sert à rien de les accélérer si on n'observe pas ce qui se passe dans les collisions. Donc chaque accélérateur de particules vient avec une série de détecteurs, d'objets qui regardent, de manips qui regardent ce qui se passe dans les collisions. Et donc, si vous les voyez, je les ai listés ici. Le LHC a 4 expériences, Atlas, CMS, LHCb, 4 exemples principaux, Atlas, CMS, LHCb et Alice. Les expériences précédentes n'avaient d'autres. Fermilab, par exemple, qui a découvert le quark top au milieu des années 90, avec CDF et des zéros comme expérience. RIC, qui est encore en activité à l'heure actuelle, a principalement S-Phoenix comme expérience maintenant, mais Star également dans les années 2000, qui a découvert le plasma quark gluon, par exemple. Donc, chaque collisionneur vient avec des découvertes fondamentales, et par découverte fondamentale, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste très fort. Une découverte fondamentale n'est pas nécessairement découvrir une nouvelle particule. À nouveau, le but de la physique des particules n'est pas seulement de découvrir les constituants fondamentaux de la matière, mais c'est vraiment de savoir comment ils interagissent. Donc c'est bien de découvrir quelque chose si on ne sait pas comment il se comporte, il faut le découvrir et après il faut l'étudier. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'essaierai d'insister plusieurs fois, parce que c'est quelque chose qui est, au moins à mon goût, peu utilisé à l'heure actuelle. Beaucoup de gens se plaignent, par exemple, on entend souvent le LHC n'a rien découvert à part le boson de Higgs. C'est pour moi complètement faux, dans le sens où le LHC non seulement a découvert le boson de Higgs, mais également a étudié des choses qui n'avaient jamais été étudiées par le passé, et tout ça, c'est des résultats très importants pour la physique fondamentale. Donc, il y a vraiment la question de découverte fondamentale au sens de découvrir des nouvelles particules, vraiment des nouveaux constituants fondamentaux de la matière, mais également toute une pile de résultats fondamentaux et d'informations sur ces particules-là qui sont absolument cruciales. C'est des échelles de temps relativement longues, il n'y a pas eu énormément de collisionneurs sur finalement une période qui fait quasiment 70 ou 80 ans. Donc typiquement, une expérience dure une dizaine d'années, voire plusieurs dizaines d'années. Le LHC, qui a commencé en 2010, continuera environ jusqu'à 2040. Les énergies sont croissantes, je ne les ai pas notées sur le transparent précédent, mais je reviendrai là-dessus. J'ai une petite illustration pour la notion de physique des particules reliées à l'énergie. Ce ne sont pas des petites expériences. Alors j'ai mis quelques chiffres qui caractérisent le LHC à l'heure actuelle. Le LHC tourne dans un tunnel de 27 km, donc c'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans une pièce à côté de la salle café.
C'est refroidi à une température qui est plus froide que ce qu'on peut avoir. Enfin, n'essayez pas d'aller vous promener à moins 270 degrés, ça va pas vous faire du bien. Donc c'est refroidi, très froid, c'est le plus grand frigo du monde en gros. Ça fait 1 milliard de collisions par seconde. On peut se poser la question de comment les observer, je reviendrai. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails expérimentaux, c'est pas mon but, mais chacun de ces points-là ouvre manifestement sur une série de discussions expérimentales. C'est des détecteurs. Les détecteurs, à nouveau, ça rentre pas dans une pièce, ou alors une grande pièce. Ça fait Atlas, je crois, qui est le plus grand, fait 40 mètres sur 20, et ça pèse le poids de la Tour Eiffel. Et l'énergie dans le faisceau, alors les faisceaux de particules, il y a des paquets de particules qui tournent dans un sens ou dans l'autre. Un paquet, c'est environ un cheveu. Ça fait une fraction de millimètre sur 30 cm de long. Et il y a autant d'énergie dans tout le faisceau, donc il y a des cheveux comme ça, il y en a quelques milliers, je crois 2000 et quelques. Dans ces 2000 cheveux, il y a l'équivalent d'un TGV lancé à 150 km/h. Donc c'est pas n'importe quoi comme énergie, on parle de chiffres assez impressionnants. Donc oui, ce ne sont pas des petites expériences. Donc ça c'est bien, je vais essentiellement donner un historique incomplet évidemment. On espère que ce ne soit pas tout. Donc pour ce qui va se passer dans le futur plus ou moins proche, il y a un nouveau collisionneur qui a été approuvé, qui va avoir lieu et qui va être construit à Brookhaven dans les années qui viennent. J'ai plus les dates exactes en tête, qui s'appelle l'Electron Ion Collider. Plusieurs personnes ici sont impliquées. Alors ça implique la physique des ions lourds, dont on va parler de personnes comme Edmond, Jean-Yves François, probablement, moi en particulier. Le LHC va subir une mise à jour assez profonde dans les, je dirais, 5-6 ans qui viennent. Donc pour l'instant, le LHC tourne. À la fin de cette série d'expériences-ci, ils vont l'arrêter, ils vont mettre à jour tous les détecteurs, mettre à jour la plupart des aimants de la machine, etc., pour pouvoir accéder à des taux de collision encore plus élevés. Et je reviendrai sur cette notion de nombre de collisions plus tard également. Et donc il a été approuvé, ça a été approuvé au CERN, c'est pas des petits budgets non plus. J'ai pas parlé vraiment de budget, mais le coût du LHC, je crois que c'est de l'ordre de 4 milliards. Et donc ça va tourner jusqu'à plus ou moins 2040, et la question c'est qu'est-ce qui se passe après? Alors pour l'instant, après 2040, il n'y a rien qui a été vraiment accepté. Il y a un projet sur lequel la communauté internationale a tendance à se diriger, qui s'appelle FCC-EE pour l'instant, donc c'est des collisions d'électrons, en gros électrons-positrons, donc des électrons et des anti-électrons. Ça va nécessiter de creuser un autre tunnel, une centaine de kilomètres dans la région de Genève. À nouveau, ça implique le territoire français également, donc au CERN. Et c'est un projet qui a un intérêt parce qu'à nouveau, une fois qu'on a un tunnel, on peut le réutiliser derrière. Creuser un tunnel, c'est pas une mince affaire. Donc l'idée, c'est principalement non pas un collisionneur, mais d'avoir un couple de collisionneurs. D'abord un collisionneur d'électrons, comme le LEP l'avait été au CERN avant, et ensuite un collisionneur de protons, comme le LHC l'est maintenant. Donc c'est essentiellement refaire les grands frères du LEP et du LHC au CERN. Alors il y a beaucoup d'autres projets pour lesquels je ne voudrais pas rentrer dans les détails ici. Il y a des idées de collisionneurs linéaires, il y en avait beaucoup de personnes au CEA ont travaillé là-dessus, CLIC, l'ILC ici, des collisionneurs linéaires au Japon, d'autres collisionneurs circulaires en Chine, des projets plus, on va dire, techniquement compliqués de faire des collisionneurs de muons. Donc le muon c'est un électron lourd, le problème c'est qu'il est instable, donc il se désintègre après un certain temps. Et il faut le parvenir à le produire, l'accélérer et le collisionner en des temps records, avec toute une série de difficultés techniques qui fait que pour l'instant c'est pas faisable, mais la seule raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est qu'il y a également un développement à la pointe de la technologie derrière ce genre de choses. Pour faire tourner des particules, c'est des particules qu'il faut mettre dans un champ magnétique. C'est comme ça que fonctionnait votre télé à l'époque où c'était encore des tubes cathodiques, donc les télés pour ceux... Bon, je crois que tout le monde ici a connu les tubes cathodiques. C'est le principe d'un tube cathodique. On a un faisceau d'électrons, alors ça c'est un champ électrique et pas un champ magnétique en l'occurrence, mais on le fait tourner pour l'envoyer partout sur votre écran. C'est le principe ici, avec un champ magnétique, on fait tourner les particules grâce à des champs magnétiques, et au plus elles vont vite, au plus il faut des champs magnétiques forts pour les faire tourner. Donc il y a certaines technologies qui ne sont pas encore connues à l'heure actuelle, et donc c'est lié avec des développements techniques. Je m'écarte de plus en plus de ce que je voulais dire, donc je vais avancer un petit peu. Alors, c'est là où... Donc, la question, il y a plusieurs choses, des aspects un peu plus techniques de la physique des collisionneurs que je voudrais couvrir. Le premier, c'est pourquoi est-ce qu'on veut aller à haute énergie.
Alors, haute énergie, deux choses, et je vais vous montrer un petit film. Et je ne suis pas envie d'insérer dans le PDF, donc je le montrerai à côté. Les deux arguments du petit film que je vais montrer, c'est que premièrement, si on va à haute énergie, ça veut dire qu'on va à des petites distances. Et si on veut commencer à voir les constituants fondamentaux de la matière, bon, on veut essayer de les casser en des objets de plus en plus petits. Donc voir les constituants fondamentaux de la matière généralement signifie aller à des distances de plus en plus petites. Et si on veut voir des objets petits, il faut aller à haute énergie. Et il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'aller à haute énergie. Et donc je vais essayer de trouver le film que j'avais. Alors c'est un film qui a été fait à l'université de Bonn par les personnes qui sont citées là en bas. Donc c'est pas du tout moi qui l'ai fait. Donc l'idée, avant de lancer le film, je vous montre un peu l'idée. L'idée c'est ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est un ripple tank en anglais. Donc l'idée c'est d'avoir une bassine d'eau, simplement. Avec une petite surface d'eau, et on va y mettre un petit moteur qui va faire des vibrations à la surface de l'eau et qui va donc faire des ondes à la surface de l'eau. D'accord ? Alors on sait que les particules sont à la fois des particules et des ondes, c'est la mécanique quantique qui date d'il y a plus d'un siècle. Et donc on va regarder ce qui se passe avec ces ondes sur l'eau. Si j'y arrive. Alors donc on a de l'eau, donc ça c'est une photo de ce qui se passe sur l'eau, on a mis une lampe en dessous pour voir ce qui se passe avec des ondes qui se passent à la surface de l'eau avec la vitesse à laquelle le moteur les produit. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller à un moment, il devrait y avoir un objet qui va être mis au milieu de l'eau, et on voit que si on a un objet au milieu de l'eau qui a une taille plus ou moins équivalente à la longueur des ondes sur l'eau, eh ben on voit que cet objet reflète des ondes qui vont ressortir. D'accord ? Et ces objets, la taille des ondes et la taille des ondes qui viennent du moteur, la taille des ondes qui sont réfléchies sur l'objet et l'objet lui-même, ont tous des tailles qui sont assez similaires. Si maintenant on remplace cet objet, le film est un peu, je ne l'ai pas édité pour faire exactement ce que je voulais, si on remplace cet objet par un objet plus petit, on voit qu'il ne se passe pas grand chose, les ondes qui sortent sont nettement moins visibles que ce qu'on avait avant, et la raison c'est qu'en fait on les observe avec des ondes qui sont beaucoup trop grandes pour la taille de l'objet qu'on veut utiliser. Donc ce qu'on peut faire, c'est accélérer le moteur. Si on accélère le moteur, ça fait une énergie plus grande, on met plus d'énergie dans le moteur, donc on a des ondes qui vont être plus petites, donc c'est le premier des messages que j'avais. Si on met plus d'énergie, on va à des distances plus courtes. Et ensuite, si on arrive à une distance à laquelle la distance ici est plus ou moins la même que celle de l'objet qu'on veut étudier, eh bien on voit à nouveau sortir les ondes qui se reflètent sur l'objet. Donc c'est vraiment c'est un principe de base qui est ici, vraiment c'est de la physique classique, il n'y a rien de quantique sur ce machin-là, c'est une expérience que vous pouvez réaliser. Si jamais j'avais demandé l'autorisation d'utiliser le film, si on ne l'avait pas donné, j'aurais essayé de la refaire avec mes enfants le week-end dernier. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, ça ne demande pas d'avoir un 4 milliards à disposition pour construire un accélérateur de particules, mais le principe est le même. Au plus on va haut en énergie, donc au plus on fait aller vite le moteur, au plus on parvient à avoir des ondes courtes, donc aller à des petites distances, et si on veut observer un objet donné, à un moment, alors je suppose que ça va encore plus, là on le voit encore mieux, on voit bien ici les ondes qui ressortent de la vision de l'objet. Donc c'est un principe fondamental à nouveau, ça marche pour la physique des particules qui font des tailles qui font de l'ordre de milliardième de mètre, on va dire quelque chose comme ça, de la même façon que ça marche pour quelque chose qui fait une taille visible sur une table. Donc je continue avec quelques concepts basiques dans ce genre-là. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez une idée de la connaissance actuelle en physique des particules. Ça, c'est ce qu'on connaît actuellement comme particules. C'est les blocs fondamentaux connus actuellement. En cherchant ça, j'ai en fait trouvé une source qui vient directement des défis du CEA, donc c'est local. Il y a différents types de particules, il y a différents types d'interactions.
ça pourrait être le sujet d'un exposé à part entière, ça peut être le sujet d'un cours, ça peut être de plusieurs cours, ça peut être le sujet de discussion pratiquement infinie. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui se passe ici. Je voudrais essayer de mettre ça dans un contexte utile pour pour ce que je veux dire après à propos de la physique des collisionneurs, dans le sens où il y a différents groupes de particules au niveau vraiment de ce qui va se passer dans un collisionneur, de ce qui va se passer dans l'idée de faire des collisions et d'observer ce qui se passe. Il y a plus ou moins des particules que j'ai mis ici en vert, qui sont des particules qu'on peut voir directement. Donc si une collision produit un électron ou un muon, je donnerai un exemple juste après, ces électrons et ces muons vont juste sortir de la collision et aller dans le détecteur. Donc on peut les observer directement. Il y a des particules que j'ai mises ici, oui, donc c'est les électrons, les muons et des photons. Les photons, c'est la lumière. Si vous avez de la lumière, vous pouvez la voir, littéralement. Donc ça marche dans des expériences également. Il y a des particules qui sont complètement invisibles, des neutrinos. Les neutrinos, ils vous en passent des centaines de milliers par seconde à travers, vous n'en rendez même pas compte. C'est pareil dans les détecteurs, ils en passent des centaines de milliers, voire des centaines de millions par seconde. On ne les voit pas, ils n'interagissent pas. C'est Stéphane qui est un exemple, qui est un expert de physique des neutrinos ici par exemple. Et ensuite, il y a toutes les autres. Les autres, il y a des particules qui sont instables. Donc ces particules, elles sont instables, donc elles sont produites dans la collision, mais elles se désintègrent quasiment tout de suite. Et comme elles se désintègrent quasiment tout de suite, c'est pas ces particules-là qu'on va observer, mais c'est les particules dans lesquelles elles se désintègrent. À nouveau, j'ai un exemple juste dans le transparent d'après, si c'est pas complètement clair à ce niveau-là. Donc il y a des particules comme, donc ça, le muon, c'est un électron plus lourd, le tau, c'est un muon encore plus lourd, donc c'est un gros électron. Lui, il se désintègre, hein, on ne peut pas l'observer directement, on observe les produits de sa désintégration. Le boson de Higgs est un exemple typique également, on ne l'observe pas directement, on observe les produits de sa désintégration. Et puis il y a tout ce que j'ai mis en bleu, qui sont des particules qui sont observables en groupe. Donc ça, c'est les particules ici au-dessus, c'est des quarks. C'est ce qui fait l'interaction dans les noyaux et l'interaction nucléaire. On ne les observe pas telles quelles, on les observe uniquement en groupe. C'est le principe du plasma quark-gluon, c'est de les voir en tant que particules indépendantes, mais sinon on les voit uniquement en groupe, et la plupart des groupes qu'on voit font partie de ces deux-ci. Tous les autres, je les ai mis en mélange de rose et de bleu, parce qu'en fait on peut ça dépend de quel point de vue on se place, on peut les voir comme étant vues comme vivant suffisamment longtemps pour qu'on les voit plus ou moins, mais en pratique elles finissent toujours par se désintégrer. Et donc ça, d'un point de vue, à nouveau je me passe plutôt d'un point de vue expérimental ici, ça pose un problème, parce que si vous voulez étudier un boson de Higgs sans le voir, c'est un peu plus sportif que si on le voit. Étudier un électron, étudier un muon, c'est entre guillemets facile parce qu'on les voit, ils arrivent directement dans les détecteurs, on les observe. Étudier un boson de Higgs, on ne le voit pas. Et donc je vais essayer de décrire un peu en quoi ça impacte les choses et en quoi l'apport de la théorie peut être important. Donc le deuxième concept, c'est que ça reste de la physique quantique quand même, on n'est plus sur la physique de l'aquarium de tout à l'heure. Donc on a deux particules qui arrivent, qui se collisionnent l'une sur l'autre, ça va produire un ensemble de particules qui vont aller dans les détecteurs ou non, s'il y a des neutrinos, ils s'échappent, on ne les voit jamais plus. C'est de la mécanique quantique, donc on ne peut pas prédire exactement ce qui va se passer, on ne peut pas dire si on les tape comme ça, il va sortir exactement ça, c'est de la mécanique quantique, donc d'une collision à l'autre, ce qu'on observe va varier, et la théorie, donc la mécanique quantique, la théorie quantique qu'il y a derrière, ne va pas donner exactement, déterminer ce qui va se passer, mais va uniquement donner les probabilités d'observer ceci, cela, ou d'observer différentes choses. Donc ça, la théorie arrive déjà à ce niveau-là, c'est que la théorie donne normalement les probabilités d'observer différentes choses. Ça a également un corollaire, et ça, je l'illustrerai dans le transparent suivant, probablement. C'est que si on observe, donc on va observer un état final donné, donc il y a certaines particules qui arrivent dans les détecteurs, et ben il peut y avoir différents chemins qui vont arriver à cet endroit-là. Je vais revenir sur l'exemple ici, c'est peut-être plus simple de donner un exemple maintenant. Si on produit, tous les photons ne vont pas aller dans le détecteur directement, certains photons vont se désintégrer. Il peut y avoir certains photons qui se désintègrent en muons, il peut y avoir des bosons Z qui se désintègrent en muons. Dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on va observer, c'est des muons. Et après, il faut savoir si le muon vient
un photon, si les muons viennent d'un boson Z, si les muons viennent d'un X ou si les muons viennent d'ailleurs. Donc, c'est pas seulement l'idée d'essayer de savoir quelles sont les probabilités d'observer certains machins, c'est également les probabilités de savoir d'où ça vient. Parce que plus il y a plusieurs chemins, tous les chemins mènent à Rome, plusieurs chemins mènent à X, ou plusieurs chemins mènent à 2 muons. Donc, le jargon qui vient derrière, c'est que si jamais on veut s'intéresser à une chose particulière, par exemple on veut observer le boson de Higgs qui se désintègre d'une certaine façon, on va appeler ça le signal, c'est ce qu'on veut voir, et tous les autres moyens d'y arriver, qui ne sont pas les moyens auxquels on s'intéresse, on va appeler ça le bruit de fond. Donc l'idée, c'est d'essayer de séparer un signal, d'extraire un signal d'un bruit de fond. C'est un concept de physique qui est pas typique de physique des particules. C'est pareil pour beaucoup de nos collègues dans d'autres. Ah oui, là, ça c'est un exemple de clavier anglais-français. C'est plus simple au tableau. Donc c'était là où je me dis, je vais faire un dessin, ce sera plus facile que de passer une éternité à le faire. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a nos deux faisceaux qui vont arriver. Ces deux faisceaux vont interagir, il va se passer quelque chose ici au milieu, et puis vous allez avoir une série de particules qui vont sortir de ce machin-là. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer, à partir de ce qu'on observe ici, de déduire ce qui s'est passé là au milieu. D'accord ? Et d'essayer d'étudier les propriétés de ce qui se passe là au milieu. Je reviendrai sur une version un petit peu plus détaillée de ce truc-là juste après. Alors, c'est également une connexion c'est une version picturale, on va dire, de ce qui se passe dans la pratique. C'est quelque chose qui connecte directement à la théorie. Si vous avez déjà entendu parler de ce que les théoriciens appellent les diagrammes de Feynman, c'est littéralement représenter ça d'une manière légèrement différente, avec certaines règles qui s'utilisent comme avec des Lego ou des blocs de construction, pour essayer de représenter ce qui se passe au milieu également. Donc, ça par contre, c'est ce qui se passe en pratique. Donc c'est des images de ce qui se passe réellement dans un des détecteurs. Les traits ici rouges sont des muons, justement. Tous les traits qui sont ici au milieu, c'est des traits qui sont des groupes de quarks. Comme ils ne se promènent jamais tout seuls, ils se promènent souvent en groupe. Et donc la question, c'est si à partir de où on observe ça, je rappelle, c'est des détecteurs qui font de l'ordre de plusieurs mètres, on va essayer de savoir ce qui se passe dans le petit point d'interaction. Ça, c'est l'endroit où il y a eu la collision. On va essayer de savoir ce qui s'est passé à ce point-là, qui, à nouveau, fait une taille de l'ordre d'une fraction de millimètre. Alors, comme vous le constatez ici, il y a certains événements qui sont plus simples. Certains événements sont plus compliqués. Celui-ci, à part quelques petits trucs à gauche ou à droite, principalement, on voit 2 traces rouges et 2 traces bleues. Tandis que celui-ci, on voit quand même beaucoup plus de particules. L'activité dans l'événement, dans le détecteur, est quand même beaucoup plus grande ici que ce qu'elle n'est là. Et donc, il y a des événements qui varient en complexité. Je reviendrai légèrement là-dessus si j'arrive au bout. Très bien. Alors, donc je vais donner un exemple un peu de ce qui se passe pour justifier cette notion de milliards de collisions par seconde. Donc, j'ai fait une expérience ici, qui est de dire, on va regarder ce qui se passe dans l'état final là, regarder la liste des particules qui sont là, et je vais uniquement regarder les événements, les collisions, dans lesquels, dans ces particules-là, j'ai 2 muons. Donc on sélectionne parmi toutes les collisions, on sélectionne uniquement celles qui ont 2 muons dans l'état final. On va, alors j'aimerais bien passer ça sous silence, mais je vais essayer de mesurer la masse de ces 2 muons, les deux ensemble, dépeser. On peut faire ça de manière... il n'y a pas besoin de passer par la balance pour ça, on peut faire ça de manière indirecte, mais je ne voudrais pas rentrer dans ces détails-là. Et donc ce qu'on va représenter ici, c'est en fonction de leur masse, donc ce qui se passe ici a une masse de 20 GeV, c'est l'unité, allez discuter avec Einstein si ça pose un problème. Ceux-ci ont 100 GeV, ceux-ci en ont 50, etc. Et donc on les mesure, et donc pour chacune de ces masses, on va regarder le nombre d'événements qu'on va obtenir. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc ça, c'est ce qui se passe si on fait tourner le LHC sur environ 1 seconde. Alors ça dépend, parce que si on le fait tourner en 2010 ou si on le fait tourner maintenant, on n'a pas exactement la même chose. Donc on ne voit pas grand-chose. C'est un peu difficile de voir une structure dans ce machin-là.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner le LHC pendant plus longtemps. Si on le fait tourner pendant 10 secondes, ouais, c'est pourquoi pas. Si on le fait tourner pendant 1 minute, on commence à voir émerger une structure. Donc si vous regardez ici, on a de plus en plus d'événements. Là, on a 250 juste ici, et on commence à en avoir plusieurs dans la partie à gauche du graphe. Si on le fait tourner pendant 1 heure, on commence à avoir quelque chose qui ressemble, qui a une structure un peu plus claire que ce qu'on avait ici. Donc ce qui se passe ici, c'est en fait, donc ça c'est ce qui se passe pendant 1 jour. Donc ça c'est 1 jour du LHC. Plus ou moins. Ce qu'on voit là, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que pour créer 2 muons, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire soit en ayant un gros photon, qui va se désintégrer en 2 muons, soit en ayant un boson Z, c'est le nom qu'on lui a donné, c'était une des particules de l'interaction faible, qui se désintègre en 2 muons également. Et donc, ici dedans, ce qui va se passer, c'est qu'on a une contribution en rouge qui vient du photon, et une contribution en noir qui vient du boson Z. Donc on ne voit pas l'un et l'autre séparément, on voit la superposition des deux, et une des idées, c'est par exemple de se dire, on va regarder, si on veut voir des bosons Z, on va regarder uniquement ce qui se passe dans cette région-ci, dans laquelle il n'y a quasiment pas de photons, et il y a énormément de bosons Z. Ok pour tout le monde? Alors, je vais peut-être illustrer ça par quelques exemples qui sont un petit peu moins factices que ce que j'ai montré là, par des exemples qui sont vraiment des exemples qui viennent du LHC. À nouveau, le but du jeu, c'est d'essayer de décrypter un petit peu ce qui se passe dans ce genre de graphique. Donc l'idée, c'est qu'au plus on a de collisions, au plus on peut commencer à mesurer des phénomènes rares. Si vous avez quelque chose qui se passe, ici c'est facile, ça se passe 1 fois toutes les secondes. Imaginez que vous ayez un collisionneur qui fasse un événement par seconde plutôt qu'1 milliard de collisions par seconde, il faudrait attendre 1 milliard de secondes pour obtenir ça. Donc au plus on a de collisions, au plus on accède rapidement à quelque chose où on peut vraiment dire quelque chose. On peut vraiment faire des études quantitatives avec ce qu'on mesure. Donc ça permet, avoir beaucoup de collisions, ça permet, d'observer des choses qui se passent très peu fréquemment. J'ai pris un exemple ici de quelque chose qui se passe assez fréquemment. Je vous montrerai un exemple juste après de ce qui se passe de manière rare. Et ça permet de mesurer les choses avec plus de précision. Il est évident qu'on va mesurer les choses plus précisément sur quelque chose comme ça que sur quelque chose comme ça. Donc, l'exemple qui est en bas, c'est un exemple où, au lieu de mesurer 2 muons, on a mesuré 2 photons. On a demandé 2 photons, pas 2 muons, on a demandé 2 photons. Et on a regardé la masse de cette paire de photons dans un régime en masse donnée. Et ça, c'est ce qui a été mesuré par une des expériences du LHC. Donc l'expérience est exactement la même. On compte le nombre d'événements qu'on a produits avec 2 photons à une masse donnée. Et ça, c'est ce qui se passe au LHC en 2011. Ça, c'est ce qui se passe au LHC en 2012. Est-ce que tout le monde voit la différence entre les deux? Et une bosse. Est-ce que quelqu'un sait à quoi correspond cette bosse? Ça, c'est les expérimentateurs qui se sont amusés à rajouter l'équivalent de ma courbe noire et de ma courbe rouge tout à l'heure, en gros. Donc ils ont mis un rouge et un noir. À nouveau, le noir ici, il signale le rouge et le bruit de fond. Ici, c'est pareil. La bosse ici, c'est le signal. Et ce qui est en dessous en jaune, c'est le bruit de fond. Et donc, effectivement, il y a une bosse. Il y a une bosse à une masse qui est environ 125 GeV. Et ça, c'est le prix Nobel de découverte du Higgs. Donc, à nouveau, sur le nombre de collisions accumulées, en supposant que le LHC ait commencé en 2010, en 1 an ou en 2 ans, on passe d'une situation à laquelle on n'est pas capable de voir la bosse ici n'est pas vraiment très claire, on ne peut pas dire qu'il y a une bosse sur ce graphe-ci. Par contre, en accumulant plus de collisions, on peut commencer à avoir des choses émerger. Alors, de manière réaliste, j'ai quand même voulu montrer ce machin-là qui était la version officielle de ce que je vous ai montré avant. Ça, c'est vraiment la paire de muons où je vous ai montré la partie qui se passe ici.
Et donc ça, c'est vraiment ce qui a été mesuré au LHC par la collaboration de CMS en l'occurrence. Et à droite, en fait, c'est ce qui se passe dans cette région-ci. Donc, vous voyez, dans cette région-ci, on ne voit pas grand-chose. Ça a l'air relativement plat. De la même manière que ça a l'air relativement plat ici. Si on commence à accumuler encore plus de collisions, donc là on parle je crois que c'est 2017 de mémoire, peut-être 2019, donc on commence à accumuler des données sur de nombreuses années, on commence à voir ici une ébauche d'un petit pic à cet endroit-là, une ébauche d'une petite bosse à cet endroit-là. Et bien cette ébauche-là, c'est le X qui se désintègre en 2 muons. Donc à nouveau, c'est un phénomène qui est rare, beaucoup plus rare que d'avoir des photons ou des Z qui se désintègrent en 2 muons, mais en accumulant de plus en plus de collisions, on commence à voir ce qui se passe. Alors, on vient à la partie « Pourquoi est-ce que je m'embête en tant que théoricien à vous parler de ça ?» Bon, indépendamment du fait que la physique fondamentale reste une question fondamentale et donc intéressante, même si on est un théoricien, la question c'est qu'est-ce que la théorie vient apporter dans cet univers-là. Alors, premièrement, la théorie donne les modèles théoriques. Le modèle standard, qui est le modèle actuel, qui décrit cet ensemble de particules que j'avais montré ici, qui décrit cet ensemble de particules et la façon à laquelle ces particules interagissent, ça a été pondu par une série de théoriciens in fine, en lien avec les expériences de ce type-là, évidemment. Par exemple, on voit une bosse quelque part, on dit, pour qu'est-ce qui pourrait donner cette bosse-là ? C'est quelque chose qui est établi aujourd'hui, depuis quelques années maintenant. Le boson de Higgs était la seule preuve expérimentale qui manquait, mais ça reste toujours testé aujourd'hui. Ça a été testé pendant des décennies, étudié pendant des décennies, depuis le début de la physique des collisionneurs, et c'est toujours testé aujourd'hui au LHC, et ce sera toujours testé dans les collisionneurs suivants. Le rôle de la physique théorique est également de calculer les probabilités. Je vous ai dit, les probabilités d'observer quelque chose ou observer quelque chose d'autre, c'est donné par la mécanique quantique. La mécanique quantique est une théorie, le modèle standard est une théorie quantique, donc on peut prendre un bic et du papier, ou Mathematica, ou n'importe quelle version libre qui n'est pas vendue par Wolfram, et essayer de calculer ces probabilités-là, et ensuite les comparer aux données. Ça permet également de réfléchir en se disant, le modèle standard est peut-être pas complet, on sait qu'il n'est pas complet, il y a certains phénomènes qu'on n'explique pas, et donc on peut essayer de réfléchir à quelles vont être ces théories qui vont aller au-delà du modèle standard, et ensuite les confronter avec ce genre d'observation-là. Il se pourrait qu'une autre théorie prédise un pic quelque part, que ce pic-là n'est pas observé. S'il n'est pas observé, c'est-à-dire que la théorie n'est pas bonne. Donc ça, c'est vraiment des points globaux. Il y a clairement une nécessité de théorie derrière. Je vais donner quelques exemples plus précis dans les transparents suivants. Je voudrais essayer de donner quelque chose, c'est peut-être le transparent le plus technique que je vais avoir ici. On va essayer, on verra ce que ça donne. Et à nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas limité à la physique des particules. Je crois que la plupart des physiciens du bâtiment vont utiliser une approche qui est une approche perturbative. Il y a quelques exemples contraires, la théorie d'intégrabilité par exemple, qui généralement, je ne crois pas que ça utilise beaucoup de théories perturbatives, Sylvain, si tu peux. Donc c'est plutôt l'opposé, mais passons ça sous silence pendant au moins la durée de ce transparency. Donc imaginez que la vraie physique, ce soit la courbe noire là-bas. Alors, on ne connaît pas nécessairement, théoriquement on ne la connaît pas, sauf dans certains cas, je vous laisse discuter de ça avec Sylvain juste après. Une des choses qu'on va faire, c'est dire que les interactions ne sont pas super fortes, elles se passent une fois de temps en temps, il ne va pas y avoir, le nombre d'interactions reste relativement petit, et ça veut dire que ce qu'on peut faire, c'est faire des approximations successives de cette courbe noire. Donc on va dire que si jamais l'intensité de l'interaction, je vais l'appeler alpha, c'est représenté ici, donc c'est un petit nombre, c'est plus petit que 1, on va dire ça comme ça. On va essayer de dire, en première approximation, ce machin-là, c'est un nombre, le nombre d'événements là-dedans, ça va être un nombre d'événements plus un certain nombre de fois alpha. On va approximer ça par une droite. Donc ici c'est 1 moins alpha.
c'est pas la vérité, d'accord? La courbe rouge ici n'est pas la courbe noire. Donc on va essayer d'aller plus loin. On va se dire, bah c'est pas juste un nombre fois alpha, il y a également une correction qui vient en alpha fois alpha. Et à nouveau, si alpha est vraiment le côté important ici, c'est que si alpha est petit, alpha fois alpha est plus petit que alpha. Si vous prenez 0,1, un dixième c'est plus petit que 1, un dixième fois un dixième c'est un centième, c'est plus petit qu'un dixième. Un millième qui est alpha fois alpha, c'est plus petit qu'un centième, qui est plus petit qu'un dixième. Donc au fur et à mesure, on rajoute des termes dans ce développement-là, au plus au plus les corrections vont devenir petites, et au plus on espère se rapprocher de la courbe noire. Donc ça, si on rajoute le terme suivant, on obtient la courbe verte. Si on rajoute le terme encore suivant, on obtient la courbe bleue. Et j'ai rajouté le terme qui était alpha à la puissance 4. On obtient quelque chose qui est quasiment équivalent à la courbe noire dans ce cadre-là. Donc l'idée qui est ici, c'est vraiment une approche fondamentale. Nous, c'est pas lié à la physique des particules en particulier, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle un développement perturbatif. C'est des maths qui sont développement de Taylor pour les maths qui normalement sont enseignées encore au lycée, je l'espère bien. L'endroit où ça devient compliqué, non, c'est plus enseigné au lycée. Mon fils n'est pas encore au lycée, donc j'aurai des désillusions dans quelques années. Donc vraiment, l'idée fondamentale, c'est qu'on a des contributions de plus en plus petites. Le problème de ce machin-là, c'est qu'il faut calculer ces trucs-là. Il faut calculer ces coefficients-là, donc il faut prendre du papier, il faut prendre des outils pour parvenir à les calculer. Et dans le cadre des interactions du modèle standard, c'est quelque chose qui a eu énormément de développement dans les dernières années, c'est ce qu'ils appellent les amplitudes, et donc c'est lié à une série de personnes ici, j'en ai sûrement oublié, mais David Kosover est probablement le fer de lance ici. Donc vraiment le challenge de ce machin-là, c'est de calculer ces trucs-là. Et donc, si vous voulez, ce qu'on va faire ici, c'est supposer qu'on met d'abord une particule, ça va être le premier terme, puis deux particules, ça va être le deuxième terme, trois particules, ça va être le troisième terme. Au plus il y a de particules, au plus il y a des moyens de connecter ce qui vient avec ce qui sort, et donc au plus c'est compliqué à calculer. C'est la philosophie qui est là derrière. Alors, c'est très bien tout ça, la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut absolument arriver à reproduire la courbe noire. Donc est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que j'insiste absolument sur cette notion que la théorie doit être précise? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce que c'est parce que la théorie est à l'origine des expérimentations et pour éviter de perdre trop de temps dans les expérimentations, on tente de se rapprocher au maximum par la théorie? C'est une réponse valable, oui. C'est une des réponses valables, en fait. Il y a plein de réponses pour ce truc-là. Mais effectivement, oui, ça peut être comme ça. Je vais développer un peu là-dessus pour savoir où regarder, par exemple. Oui, c'est une des idées. Quelqu'un en a une autre. Alors, je vais développer encore un peu plus là-dessus, dans ce cas-là, qui est probablement une des raisons principales. C'est que, imaginez que vous ayez ce truc-là. Pour décider que ce truc-là, c'est une partie jaune plus une partie rouge, ou décider que l'exemple que j'avais donné moi-même avant était une partie rouge plus une partie noire, eh ben, l'idée, c'est qu'on a une partie qui est la partie jaune qu'on va essayer de calculer. Et une fois qu'on connaît la partie jaune, on va savoir que la différence qu'il y a ici au-dessus, c'est une anomalie, c'est un truc qui n'a pas été calculé au début. Et donc, si on parvient à calculer cette partie-là, et qu'on observe ce truc-là, c'est-à-dire qu'on a observé quelque chose de nouveau. Donc, dans ce cas-là, c'est plus ou moins évident, on n'a pas nécessairement besoin d'un calcul pour voir qu'il y a clairement une anomalie au milieu, mais dans des cas plus rares, ou dans des cas où les choses sont mesurées de manière différente, parvenir à se dire, on observe ceci, et la théorie prédit cela. S'il y a une différence entre la théorie et ce qu'on observe, c'est qu'il y a quelque chose à exploiter plus en détail. Donc en gros, l'idée principale, c'est parce qu'on essaie d'observer des choses rares. Si on observe des choses rares, ces choses rares sont observées en parallèle avec des choses qui sont très routinières. Je reviens sur l'exemple du X qui se désintègre en 2 muons que j'avais donné tout à l'heure. Du X qui s'intègre en 2 muons, ça se passe extrêmement rarement par rapport à des Z et des photons qui se désintègrent en 2 muons également. Donc,
chaque fois qu'on essaie de voir des choses rares, ces choses rares sont noyées dans des bains de plus en plus grands, de choses qui se passent dans des bruits de fond de plus en plus grands, qui se passent de manière beaucoup plus routinière, et donc on veut contrôler ces choses qui se passent fréquemment avec une grande précision, afin de pouvoir extraire les choses qui se passent de manière rare. Alors, ces choses-là sont importantes de manière générale. La raison pour laquelle c'est important, c'est premièrement que c'est important pour la recherche de nouvelles physiques. Donc imaginez qu'on veuille trouver quelque chose de nouveau qui se passe de manière rare, il faut contrôler ce qui se passe de manière fréquente, et directement ça permet de voir plus facilement les choses nouvelles. Et également, si on veut mesurer quelque chose, c'est encore plus important, et ça je donnerai un exemple tout à l'heure, parce que je voudrais avoir un ou deux arguments avant de revenir à ça, mais cette chose de mesure, c'est à nouveau important, et c'est à nouveau important dans le cadre où le but de la physique des particules n'est pas simplement de découvrir de la nouvelle physique, mais également de comprendre comment elle se passe, et donc de mesurer les choses qui se passent avec précision. Alors je voudrais juste faire quelques remarques avant d'avancer. La première, c'est ce qui va se passer par le futur. Pour les efforts de collisionneurs futurs dont j'ai parlé plus tôt, donc typiquement ce qui se passe au CERN, en Chine, au Japon, etc., ça nécessite manifestement, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, un effort expérimental intense. Il faut développer technique. Il y a des choses technologiques qui ne sont pas encore au point qu'il va falloir développer. Mais ça nécessite également des efforts théoriques, dans le sens où la précision de ce qu'on connaît en physique théorique actuelle n'est pas du tout suffisante pour parvenir à décrire ce qu'on verra dans les collisionneurs futurs avec suffisamment de précision pour pouvoir exploiter ces choses-là à fond. Donc ça veut dire que pour pouvoir exploiter les collisionneurs futurs à fond, même si c'est quelque chose qu'on peut a priori penser voir comme un effort expérimental, ça nécessite des développements théoriques importants. Alors donc je voudrais revenir sur cet exemple de la physique du X, parce que je crois que ça illustre pas mal de choses qui se sont passées, pas mal d'arguments que je viens de présenter. Donc il est relativement évident qu'on l'a trouvé, le boson. On sait qu'il existe, on sait qu'il est là. Je vous ai montré sa désintégration en 2 photons, je vous ai montré sa désintégration en 2 muons. Ça a été observé dans un nombre terrible de canaux. Je reviendrai là-dessus avec une figure que je trouve particulièrement illustrative juste après. La question, c'est est-ce que c'est suffisant de savoir qu'il est là? Non. Il faut que statistiquement, qu'il y ait le plus de statistiques possible prouvant sa façon de fonctionner. Exactement. Donc c'est pas suffisant, parce que c'est pas bien suffisant de trouver quelque chose. Et à nouveau, je crois que c'est pas typique de la physique des particules. Si vous observez, si les physiciens de matière condensée ici s'intéressent à une nouvelle propriété d'un matériau, on va étudier ces propriétés, on va pas juste se contenter de dire on a observé quelque chose de nouveau. Donc on va vérifier les propriétés, et par vérifier ces propriétés, c'est également les comparer au modèle standard. Le modèle standard, il n'y a personne qui est... ça reste une théorie. Une théorie, on la teste, on continue à vérifier dans ces recoins les plus sombres, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour voir si cette théorie est bel et bien valide. Si jamais on voit quelque chose qui ne colle pas avec le modèle standard, ça veut dire qu'il faut que les théoriciens reprennent leur papier. Tous les théoriciens de physique au-delà du modèle standard ici doivent essayer de trouver des explications pour lesquelles on ne voit pas ce à quoi on s'attend. Donc l'exemple dans le cas précis du X, c'est qu'on mesure le X qui se désintègre, on observe le X qui se désintègre en certaines particules, on a vu 2 photons, on a vu 2 muons. C'est bien, mais ça veut dire ça sur ce que je vous ai montré, on a vu la bosse, on l'a vu, c'est clair, elle était là. La question, c'est est-ce qu'on peut, à partir de cette bosse-là, en gros à partir de la taille de cette bosse, est-ce qu'on peut en déduire quelle est l'intensité avec laquelle le X interagit avec des photons et l'intensité avec laquelle le X interagit avec des muons. Et donc au plus on a d'événements, au plus on a de particules, comme disait Emmanuel, au plus on va avoir d'événements et de statistiques, plus on va être capable de déterminer avec précision la façon avec laquelle le X se désintègre en photons ou en muons, et comparer ça avec les calculs du modèle standard, éventuellement observer des déviations, et trouver quelque chose qui va au-delà du modèle standard. Donc en gros, tester que le X est bien se comporte comme celui du modèle standard, et pas différemment.
Alors, pour ces couplages-là, il y en a certains qui sont bien établis, certains non. Par exemple, vous avez vu le cas du photon qui était déjà décrit en 2012. À l'heure actuelle, avec toute la statistique qu'on a accumulée depuis 2012, il est déterminé de manière très précise. Le cas du muon, pour lequel la courbe que je vous ai montrée est beaucoup plus récente, la bosse était nettement moins visible. Le couplage au muon est déterminé de manière nettement moins précise. Il y a certains couplages qui sont juste pas établis du tout. Je donne un exemple après, en fait, ça sera plus facile avec un dessin. Et à nouveau, le truc, c'est que mesurer ces choses-là précisément teste le modèle standard et permet de voir s'il y a des déviations. Et pour ça, il faut également être capable de calculer le modèle standard avec une précision suffisante pour comparer avec les données. La limite du LHC, la limite principale du LHC pour laquelle on est sûr qu'on n'y arrivera pas, c'est une limite typique du LHC pour laquelle on est sûr qu'on ne pourra pas faire de mesures suffisamment précises. On pourra éventuellement voir une petite bosse qui apparaît au début, mais pas plus. C'est de produire 2 bosons de Higgs. Et je vais mettre cette figure-là, tiens. C'est pas grave, on va passer. C'est ce qui permet, je ne sais pas si vous avez déjà eu... Est-ce que quelqu'un a déjà donné un talk sur le boson de Higgs ici? Stéphane aurait pu le faire, par exemple. Beaucoup de personnes disent que le boson de Higgs a un potentiel qui est souvent en chapeau mexicain ou en cul de bouteille. Mesurer ce machin-là, c'est vraiment une des prédictions fondamentales du boson de Higgs. Ça a été conçu pour ça. C'est toujours pas mesuré et ce sera pas nécessairement mesuré au LHC. Et ça, à nouveau, le message principal ici, c'est que ça nécessite effectivement un effort expérimental, dans le sens où il faut accumuler, il faut des machines, des expériences qui soient capables de faire 1 milliard de collisions par seconde, voire plus pour le LHC futur et après, mais ça nécessite également de comprendre, d'être capable de calculer les choses dans le modèle standard, et au-delà, avec suffisamment de précision. Donc ça, c'est juste une illustration. Je vais passer celui de gauche, c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc ça, c'est pour chacun des canaux de désintégration du Higgs. Donc on a celui en photon qui est ici, et celui en muon qui est là. C'est la valeur mesurée divisée par celle à laquelle on s'attend. Donc si le modèle standard est correct, c'est 1. Ce qu'on mesure, c'est le modèle standard. Alors, vous voyez que pour l'instant, tout est relativement bien en accord avec le modèle standard. Tout tombe sur 1. En dehors, les barres horizontales, c'est l'incertitude qu'on a. Donc tout marche bien avec le modèle standard. Vous voyez également ce que je venais de vous dire. La précision sur les photons est nettement meilleure que la précision sur les muons. Le plot de droite est, je crois, vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est la théorie du Higgs nous dit que le Higgs donne sa masse aux particules. Vous en avez déjà sûrement entendu parler. Et le Higgs se couple avec les particules de manière proportionnelle à leur masse. Donc s'il y a quelque chose qui fait 1 GeV, s'il se couple avec une force de, mettons, 0,1 avec une particule de 1 GeV, il va se coupler avec une force de 1 à une particule de 10 GeV, de 10 à une particule de 100 GeV, etc. C'est vraiment, ça évolue avec la masse. Ça, c'est ce qui est observé. Vous voyez que c'est quand même remarquablement en accord. Donc la masse des particules est observée et est marquée ici. Donc les particules les plus lourdes sont là-bas. L'intensité de l'interaction est montrée ici. Et on voit que c'est quand même remarquablement une ligne droite. Deuxième chose, ce qui est marqué dans cette table ici, c'est ce qu'on a mesuré et ce qu'on n'a pas encore mesuré. Donc les choses qui sont en blanc, c'est des choses pour lesquelles on n'a aucune évidence. Donc on connaît le couplage du Higgs au Z et au W, au muon. Le photon, oui, mais le photon c'est différent parce que ça se couple de manière différente. Mais toujours est-il qu'on connaît certains couplages, mais on ne les connaît pas tous. Donc il se peut que cette courbe-ci se mette à dévier, par exemple, vers des masses les plus petites. Les masses les plus petites, les couplages sont plus faibles. Si les couplages sont plus faibles, il faut plus d'événements pour parvenir à les observer. Et donc, ce n'est pas nécessairement accessible par le LHC. Donc si on veut, par exemple, observer le couplage du Higgs à l'électron, il faut construire un autre accélérateur. Mais justement, le fait d'observer les couplages, c'est aussi en fonction de l'interaction des particules, des petites particules. Par exemple, le muon interagit peu, il interagit peu avec la matière. Donc peut-être que c'est pas la même machinerie. C'est peut-être pas la même machinerie, effectivement. Après, l'interaction du muon avec la matière, il n'y a pas vraiment d'interaction autre que ce qui se passe. Les muons qu'on produit dans le LHC sont suffisamment énergétiques pour ils viennent de la collision, ils vont dans les détecteurs. Ils vont interagir avec les détecteurs. Il y a toute une partie, mais ça c'est purement expérimental, il y a toute une partie d'essayer de savoir si quand on mesure un muon, qu'on essaie de déduire ses propriétés, on comprend le détecteur suffisamment bien pour être capable de mesurer précisément les muons. Oui.
C'est clairement une partie, mais c'est purement expérimental. La théorie n'a qu'un effet indirect. Et je reviendrai là-dessus sur le dernier transparent. Le dernier, en fait, je vais juste un exemple pour l'instant de ce qui se passe du couplage du Higgs avec lui-même. Le couplage du Higgs avec lui-même, c'est ce qu'on connaît pour l'instant. On sait que la valeur observée est comprise entre, on va dire, moins une fois la valeur attendue, donc l'opposé, avec le signe opposé de ce qu'on s'attend au modèle standard, et 7 fois ce qu'on s'attend au modèle standard. Donc c'est pas extrêmement précis. D'accord ? Ok. Alors, je vais prendre les 5 minutes qui restent pour essayer d'illustrer ce que je me suis amusé à faire pendant les quelques dernières années, et comment ça s'inscrit dans cette chose-là. Donc l'idée, c'est d'essayer, donc une chose qui se fait ici, c'est d'essayer de développer un programme informatique, donc quelque chose qu'on peut faire tourner sur soit un laptop, soit le cluster qu'on a au LSCE, qui va essayer de reproduire des collisions telles qu'elles se passent dans les LHC. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir un programme qui va, quand on lui dit collisionne-moi ça et ça, qui va essayer de produire différentes particules dans l'état final, de la même façon que ce qui serait observé au LHC. La question c'est pourquoi on veut faire ça? Eh bien la raison c'est pour un nombre de raisons assez impressionnant. Et l'idée principale c'est que, j'ai oublié de passer les accents sur cette partie-là du transparent, c'est que si on parvient à simuler des événements complets, comparativement par exemple à dire le couplage du Higgs au muon, c'est ce nombre-là, juste un nombre qu'on calcule en théorie des perturbations par exemple, ça veut dire qu'on peut faire plus ou moins, on peut faire, ça ouvre un nombre de possibilités assez étendu, ça donne une flexibilité beaucoup plus grande que juste d'avoir un nombre. Si on peut essentiellement avoir une simulation exacte et mesurer tout ce qu'on veut sur un événement, on peut faire beaucoup plus de choses que si on a juste un nombre. Donc on peut mesurer en gros n'importe tout ce qu'on veut, on peut directement comparer aux données beaucoup plus facilement. Là, c'est pour répondre à la question d'Emmanuel tout à l'heure, d'un point de vue expérimental, si jamais on a quelque chose comme ça, on peut ensuite le passer dans une simulation informatique de ce que les détecteurs font, et on peut essayer de comprendre ce que font les détecteurs. Donc là, c'est l'impact indirect de la théorie sur cette question de comment fonctionnent les détecteurs. Théoriquement, on peut essayer de varier les paramètres. On peut varier, je sais pas moi, le couplage du Higgs, on peut varier la masse du Higgs, et on peut essayer de voir si, en fonction, on varie la masse du Higgs, on a un meilleur ou un moins bon accord avec les données. On peut tester des idées facilement. L'exemple que je vous ai montré au tout début avec le Z et le photon qui se désintégrent en 2 muons, j'ai fait tourner un programme, c'est pas vraiment des données du LHC, c'est moi qui ai fait tourner un programme, mais ça m'a permis en 1 heure d'avoir les plots que vous avez vus là. Quelque chose qui est très à la mode, c'est d'utiliser ça pour entraîner des intelligences artificielles, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc c'est clairement, ces simulateurs d'événements, c'est probablement les outils qui sont les plus utilisés par la communauté de physique des particules à l'heure actuelle. Je vais brièvement décrire quelles sont les limitations de ce machin-là. Ces programmes-là implémentent ce qu'on connaît théoriquement. On essaie d'écrire des programmes. Ces programmes-là vont essentiellement essayer de respecter les probabilités de produire différentes choses calculées par la mécanique quantique. Ces trucs-là sont calculés avec une certaine précision, comme je vous l'ai décrit avant. On essaie de calculer ça avec une certaine précision. Et donc on est limité par la précision avec laquelle la précision des outils est limitée par la précision des arguments théoriques, des ingrédients théoriques qu'on utilise pour construire le programme. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on a beaucoup d'ingrédients théoriques. Je vais donner un exemple en 1 seconde juste après, parce que le temps commence à arriver au bout. Je crois que là, en 5 minutes, j'ai fini. Donc, on est limité par la précision à laquelle on contrôle les différents ingrédients, mais il y a vraiment différents ingrédients. Donc, en fonction de ce qu'on mesure, on va être plus sensible à un ingrédient ou plus sensible à un autre, et donc, on va avoir une précision qui est différente en fonction de ce qu'on observe. Ensuite, c'est les objets qui sont très génériques. Donc ces objets génériques vont être, par définition, quasiment moins précis que si on a quelque chose. Si on essaie de faire quelque chose qui décrit 50 choses, généralement c'est moins précis que si on a quelque chose qui essaie d'en écrire une. Alors l'exemple que j'ai donné ici, c'est si on essaie de mesurer par exemple le couplage du Higgs au muon, c'est un nombre. Vous allez trouver David Kossover, vous ouvrez un bouquin de physique théorique qui traînait à une époque dans la salle café, vous aurez le nombre qui est la constante de couplage du Higgs au muon. C'est un nombre.
Si maintenant je dis, expérimentalement parlant, mon détecteur il n'est pas capable d'observer absolument tous les X, il y en a une partie qui vont s'échapper, qui ne vont pas passer par le détecteur, donc j'observe uniquement ceux qui passent dans le détecteur, c'est déjà plus compliqué, parce qu'il faut non seulement connaître le couplage du X au muon, mais savoir dans quelle direction il va. Si ensuite on dit je veux mesurer les muons, pareil, le X qui s'intègre au muon, les muons vont pas nécessairement dans toutes les directions, vont dans toutes les directions, on va pas tous les observer, les détecteurs en observent seulement une partie dans la direction dans laquelle ils vont. Et donc ça veut dire qu'en plus de ça, il faut contraindre comment le X se désintègre en muon et comment les muons se déplacent après. Donc au plus on essaie d'avoir des questions fines, et effectivement, si on a le X qui se désintègre en muon avec toutes les directions, on peut comparer ça beaucoup plus facilement en données que si on a juste un nombre, mais c'est quelque chose qui est plus compliqué. Plus générique, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Alors, je vais passer 1 minute pour essayer de décrire quels sont les inputs théoriques qu'on met là-dedans, déterminés ou pas déterminés, et 1 minute pour dire ce que j'ai fait là-dedans. Donc, comme je viens de vous le dire, ça nécessite plusieurs ingrédients, et les ingrédients sont essentiellement en différentes couleurs ici. Alors ça, pour ceux qui étaient là, c'est un transparent que j'ai utilisé quand on a eu la visite de l'EDF. C'est un transparent que j'ai utilisé, je crois, 50 fois sur les 10 dernières années. Donc l'idée, ce qu'on a là, c'est ce qu'on a ici. Donc on commence par quelque chose qui produit quelques particules. X de muon, Z de muon, en essayant de trouver ce qui se passe là. Le problème de ce machin-là, c'est que je vous ai dit, les muons, on les observe, les électrons, on les observe, c'est pas compliqué, mais il y a un nombre de particules qui sont instables et qui se désintègrent. Il y a un nombre de particules qu'on observe uniquement par groupe. Les quarks de la QCD, par exemple, se groupent ensemble, et on ne les observe pas tels quels. Ces quarks-là ont également la mauvaise idée de se multiplier. Donc, c'est-à-dire que si on a des quarks là-dedans, ils vont commencer à se multiplier, on ne va plus en observer un, on en va observer plein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, je vous ai montré 2 événements. Un où je dis c'est simple, l'autre c'est compliqué. Le simple, c'est parce qu'il y a que des muons. Le compliqué, c'est parce qu'il y a plein de particules de l'interaction forte. Plein de particules nucléaires, si vous voulez. Ensuite, ces particules-là, elles se lient, elles se mettent ensemble. Je vous l'ai dit, elles ne s'observent pas toutes seules. Et comme elles se mettent ensemble, ça crée également toutes sortes de choses plus compliquées. Et à la fin, on arrive à ce qu'on observe dans le détecteur. L'idée, c'est que différents domaines, les différentes étapes que je viens de donner, ne sont pas décrites par la même théorie. Le calcul du processus dur, je dis, ça relève des amplitudes, c'est ce que David Kosovo peut faire. Le calcul qui parle de la désintégration, c'est une théorie différente. C'est la partie sur laquelle j'ai travaillé personnellement, avec d'autres personnes. Edmond a travaillé là-dessus également, par exemple, dans des contextes différents de celui-là. La partie qui est à la fin en vert et en noir, c'est une partie pour laquelle il n'y a pas de théorie. Ou très peu de théorie, en tout cas pas de théorie applicable directement dans ce contexte-là. Donc c'est des modèles, c'est des gens qui observent les données et qui essaient de dire, on va essayer de le modéliser, de le simuler avec quelque chose qui a l'air raisonnable. Mais il n'y a pas de background, il n'y a pas d'argument théorique bien établi, en tout cas pas aussi établi que ce que je vous ai dit à propos d'essayer d'aller alpha, alpha carré, alpha cube, d'essayer de calculer les choses progressivement, terme par terme. Ça ne marche pas pour ces parties-là. Je vais passer ce machin-là. La façon avec laquelle cela fonctionne, c'est une façon qui marche dans beaucoup de cas également. Il y avait un exemple qui était assez illustratif. Imaginez que vous ayez un jeu de cartes dans lequel il manque des cartes. Et alors c'est facile, donnez-moi le jeu de cartes, je regarde ce qui manque. On va compliquer un peu la situation. Imaginez qu'on ait juste une machine qui mélange les cartes en permanence, on ne peut pas juste prendre le paquet. Et on voit juste, elle nous montre une carte toutes les secondes. Est-ce qu'on peut déterminer le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet? Le nombre de cartes, le nombre de piques, de cœurs, de carreaux et de trèfles qu'il y a dans le paquet. On va les observer au fur et à mesure, et on va compter. J'observe pique, 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 cœur, carreau. Et à la fin, si on observe suffisamment longtemps, le nombre de fois où on va avoir pique, ça va être le nombre de piques divisé par le nombre total de cartes qui est dans le paquet. Donc en observant suffisamment longtemps, on peut faire ça. Au hasard, on observe des cartes au hasard, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est prendre des nombres, jeter dans l'ordinateur des nombres au hasard, et distribuer ces choses-là en fonction de ce que la mécanique quantique prédit, et donc générer des événements comme ça. Et donc le but du jeu, c'est d'obtenir les bonnes probabilités à la fin. Au plus on veut inclure et pas incluer n'est pas probablement dans la langue française, au plus on veut inclure de termes, donc au plus on veut aller loin et précisément dans ce que je vous avais donné, terme par terme, alpha, alpha carré, etc., au plus il y a de contraintes auxquelles il faut satisfaire, au plus c'est compliqué.
Et essentiellement, le projet qu'on a en cours, au début, on connaissait le premier terme de la théorie, donc en gros le N0 et le N1 que je vous ai décrit au début. Et avec ce qu'on a fait, depuis la semaine dernière, on a 2 termes supplémentaires, donc on va jusqu'au terme N3. Qui dit plus de termes, dit précision accrue, et toutes les conséquences que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Ça, c'était ce qui se passait avec 2 termes, ça, c'est ce qui se passe avec 3 termes. Donc on voit que c'est quand même vachement plus précis ici que ce qu'on avait là. Ça, c'était avec 2 termes, ça, c'est avec 3. Donc on a également quelque chose qui est en nettement meilleur accord avec les données expérimentales. Et c'est l'heure pour moi d'arrêter. Merci. On a des questions. C'est quoi ces équations sur ton t-shirt? C'est en gros le modèle standard. Alors en gros, le CERN a sorti ça même avant le boson de Higgs, mais c'est essentiellement le boson de Higgs. Donc tous les... On va revenir au début, tiens, ce sera plus facile comme ça. Si tu regardes les particules que j'ai mises ici, le phi qui est écrit là, c'est le boson de Higgs. Les psi et psi bar, c'est toutes les particules qui sont là. Et le f qui est quelque part au-dessus, c'est toutes les particules qui sont là. D'accord? Et donc ce truc-là dit comment le Higgs interagit. Donc ça, c'est comment les particules qui sont à droite interagissent avec elles-mêmes. Ça, c'est comment les particules ici interagissent avec elles-mêmes. Ça, c'était avant le boson de Higgs. Et tout le reste, c'est le boson de Higgs. Donc ça, ici, le Y qui est là, c'est l'intensité du couplage entre les particules qui sont ici. Là, 2 particules qui sont ici. Et un boson de Higgs. Donc si on regarde Higgs en 2 muons, c'est le terme ici qui est associé à muon Higgs muon. Tout ce qui est en dessous, ça, c'est comment le Higgs interagit avec cela. Et ce qui est ici, c'est comment le Higgs interagit avec lui-même. Donc l'idée, c'est d'essayer de connaître tous les... quand je vous dis mesurer l'intensité du couplage entre le Higgs et le muon, c'est mesurer le facteur qui est ici devant. On le prend comme la version que j'avais offerte à mon fils, qui pensait comme un super-héros, sur un modèle standard. Ça marche aussi. Est-ce qu'on sait jusqu'où il faut aller au niveau de la théorie pour avoir, là, tu disais, les petites échelles. Bon, est-ce qu'on sait jusqu'où il faut aller? Parce que là, il y a le futur des collisionneurs. Et jusqu'où il faut aller? La théorie dit qu'il faut aller jusqu'où? Alors, il faut aller techniquement aussi haut qu'on veut. C'est une question compliquée maintenant. La question avant le LHC était beaucoup plus facile à répondre, parce qu'avant le LHC, on savait qu'on cherchait le Higgs. Et on savait, il y avait quelques évidences que le Higgs, enfin il y avait des évidences indirectes, donc on ne savait pas qu'il était là, mais on savait plus ou moins on se doutait qu'il était pas, s'il était là, il n'était pas loin. S'il était là et qu'il était en bon accord avec la théorie, il n'était pas loin. Donc ça veut dire que si on construit un collisionneur qui va un peu plus loin, on a de fortes chances de le voir. Il y avait des arguments également de toute forme de théorie de modèle standard, disant qu'on devait observer plein d'autres trucs à l'échelle du LHC, qui manifestement n'ont pas été réalisés. Des choses reliées à la matière noire, par exemple, des choses comme ça. Cette question-là est plus délicate maintenant, parce que si on pose la question de savoir observer une nouvelle particule, pour laquelle effectivement l'idée c'est d'aller le plus haut possible en énergie, on n'a pas vraiment de pointeur, d'arguments basés sur ce qu'on observe aujourd'hui pour dire on devrait voir quelque chose de juste au-dessus. Ça n'empêche que si on va à plus haute énergie, on teste le modèle standard dans un régime qui n'a pas été testé avant. Et c'est arrivé plein de fois par le passé que ça ait donné des surprises qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est pas nécessairement aller plus haut en énergie pour l'actuel. Le collisionneur qui prévoit de faire en Chine, au Japon et le prochain au CERN, va en fait donner des énergies qui sont légèrement inférieures à celles du LHC, mais produisent des collections plus propres. Donc les choses sont plus faciles à analyser et qui vont directement viser à étudier la physique du Higgs. Donc par exemple, si on fait des collisions plus propres, on peut mesurer les couplages du Higgs parmi ce que j'ai montré sur la fin,
Parmi ce qu'on connaît là, ici, on pourrait par exemple mesurer le couplage du Higgs au gluon, éventuellement, surtout mesurer le couplage du Higgs avec lui-même, et mesurer le couplage du Higgs à l'électron, au quark S, au quark C, mesurer ces choses-là de manière beaucoup plus précise. Donc l'idée, dans ce cas-là, n'est pas nécessairement, si tu me demandes à quelle énergie il faut que j'aille pour quelque chose de nouveau, je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas vraiment de scénario préférentiel. Par contre, si l'idée c'est d'étudier cet objet qu'on a découvert et qui est encore relativement inconnu, là, il y a des techniques assez nettes. Donc la physique théorique, pour l'instant, ne prévoit pas de nouvelles particules qu'il faudra aller chercher. Alors, on en prévoit plein. Ah, si. Mais le modèle standard n'est pas... Non, le modèle standard, on ne prévoit pas. Alors, les théories du modèle standard vont en prévoir c'est quasiment en sens inverse. Tu leur dis où tu veux voir quelque chose, ils vont te demander comment y arriver, ils vont te dire comment y arriver. Le problème, c'est qu'il y a très peu de contraintes liées à la physique actuelle. C'est extrêmement contraint dans le sens où tout ce qu'on voit est extrêmement proche du modèle standard, mais extrapoler quelque chose, c'est toujours très incertain. Donc, il y a tout type de théories qui vont expliquer pourquoi on devrait voir quelque chose, pourquoi on ne devrait rien voir du tout. En contrainte, ça va au-delà des collisionneurs d'ailleurs, cet argument-là. Mais, donc, les collisionneurs futurs, le plan c'est essentiellement d'en faire deux. Un premier qui est un collisionneur entre guillemets propre, des électrons, c'est des particules assez propres, assez faciles à étudier, qui permettent d'avoir de la physique de précision et d'étudier ces choses-là avec beaucoup de précision. Alors on peut voir des petites déviations dans ce qu'on observe, qui serait dans ce cas-là un indice, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Et le collisionneur d'après, qui est le collisionneur de protons, comme le LHC maintenant, à nouveau, si tu regardes ce que je viens de dire ici, où les muons c'est facile à observer, tout ce qui est quark, gluon, c'est plus compliqué parce que c'est des particules qui se branchent. C'est pareil, si on collisionne des électrons, c'est simple parce qu'on les fait facilement. Si on collisionne des protons, on rajoute encore du bazar dans ce qui rentre. Donc c'est plus compliqué, c'est ça l'argument. Mais par contre, on peut aller beaucoup plus en énergie. Donc on va, je crois, 6 ou 7 fois plus haut que ce que la HC fait maintenant. Et donc on ouvre la possibilité d'aller observer des choses plus petites. Ce qu'on verra, on ne sait pas. Par contre, on va également beaucoup plus haut en statistique, donc mesurer ce truc-là devient faisable. Donc c'est un peu l'état actuel. Savoir vraiment la théorie qui veut dire aller là, c'est plus vraiment le cas. Maintenant. C'était le cas pour le boson de Higgs, c'est pas le cas maintenant. Et les ions lourds, on observe quoi là, ce que tu disais au tout début là? Alors les ions lourds, c'est un peu plus. Les ions lourds, c'est le bazar en première approximation. C'est-à-dire qu'on prend deux gros trucs. On les tape les uns sur les autres, donc ça fait une espèce de soupe. Et l'idée, c'est d'essayer de recréer, donc, comme j'avais dit, dans la famille de particules, les quarks sont généralement ce qu'on appelle liés, on ne les observe pas un par un, ils ont tendance à se mettre par paire ou par triplet. Le proton, par exemple, c'est 3 quarks, le pion, c'en est 2, le neutron, c'en est 3, etc. etc. Il y a tout un zoo de particules connues, l'exemple ici, là, voilà. Ça, par exemple, tous ces pics-là, c'est des particules qui sont des ensembles de quarks. Celui-là, c'est du CC bar, du U, du autre CC bar, et des mélanges de quarks plus légers là-bas en dessous. Donc c'est tout un ensemble de particules qu'on va observer, qui ensuite se désintègrent en muons, par exemple, dans ce cadre-ci. Mais l'idée de faire des collisions d'ions lourds, c'est d'essayer de parvenir à en mettre suffisamment ensemble, de les taper suffisamment fort pour briser les connexions qu'ils ont entre eux. Et donc si tu brises les collisions qu'ils ont entre eux, tu observes un plasma de quarks et de gluons libres dans ce cas-là. Donc ils ne sont plus regroupés en paires ou en triplets. Et a priori, ces conditions-là sont des conditions qui ont existé quand l'univers était très jeune et très chaud. Si on chauffe, pareil, si tu chauffes ta casserole, tu fais sortir des bulles, tu brises les connexions entre certaines choses dans ton eau. Et donc c'est exactement le même principe là, si tu chauffes des quarks et des gluons, tu vas finir par chauffer au plus fort que l'interaction avec laquelle il les retient ensemble, et donc les libérer. Et donc l'idée c'est que dans ces collisions-là, tu crées un plasma comme ça pendant une durée extrêmement courte, et en observant ce qui en ressort, tu essaies de déduire la propriété du plasma. C'est déduire les propriétés de ce plasma-là. Et ça, il y a des projets aussi pour le futur d'avoir des collisionneurs. Alors, le LHC le fait maintenant avec les collisions plomb-plomb. Alice le fait maintenant. Si tu regardes le fait marquant que vous avez eu il n'y a pas longtemps, c'était une mesure d'un truc proposé par Jean-Yves qui est d'essayer de mesurer à quelle vitesse le son se déplace dans ce liquide-là.
C'est un liquide principalement. C'était une grande découverte du RIC que ce truc-là se comporte comme un liquide parfait, beaucoup mieux que ce que tu peux avoir qui est en sortie de robinet. Et donc, j'ai oublié un autre truc que je voulais dire. Oui, donc pour le futur, oui, je crois que... alors, pas si tu fais un collisionneur d'électrons, parce que là, c'est pas du tout la même chose. La plupart des machines qui permettent d'accélérer des protons permettent d'accélérer des ions lourds. Et le collisionneur qui va se créer à Brookhaven, le EIC, qui va être construit dans les années à venir, collisionne un électron avec un noyau. Donc l'idée, c'est d'essayer, si tu veux, de simplifier la moitié du problème. C'est-à-dire, on a un gros truc compliqué d'un côté, on va essayer de prendre un truc plus simple de l'autre, pour essayer de comprendre un peu mieux. Donc c'est un différent type de choses qu'on étudie à la fin, mais c'est l'idée. Donc oui, le EIC au Brookhaven utilise des ions lourds, et le FCC-HH au CERN, pas le suivant, mais celui encore après, étudie ça également, je présume, dans les tuyaux. J'ai pas vraiment regardé les détails de ce programme-là. Donc oui, il y en a. Le RIC tourne encore maintenant, en fait, pour quelques années. Donc il y a encore des collisions d'ions lourds à ce niveau-là. Plus basse énergie, parce qu'on observe des choses différentes, mais c'est d'actualité aussi. Jean-Yves connaîtra mieux les détails expérimentaux que moi, enfin les détails du programme que moi, à ce niveau-là. Merci encore. Merci.